Bonjour, bienvenue au congrès 2019 de l'Association française de chirurgie. Je suis Nathalie Guichard, animatrice, et je suis ravie d'introduire avec vous cette 121e édition et vous allez y découvrir du changement. Je suis très honorée aussi de vous rencontrer, c'est-à-dire de rencontrer ceux qui ont choisi d'avoir nos vies entre leurs mains. Bien souvent, je relativise l'importance de mon métier quand le stress monte en me disant « bon, c'est bon, t'es pas non plus en train de sauver une vie ». Donc voilà, je voulais vous adresser au nom du plus grand nombre possible tous mes remerciements, toute mon admiration et tous mes encouragements. Merci et bravo pour le très très beau métier que vous faites. Bravo. Alors, je vous l'ai dit, les organisateurs souhaitent vous apporter du changement, de la nouveauté pour ce congrès 2019. Et ça commence maintenant avec l'invité d'honneur qui a beaucoup inspiré le président du congrès, professeur René Adam. Et il s'agit de monsieur Marco Herman. Alors, je vais vous le présenter. Monsieur Marco Herman est ingénieur de l'école polytechnique, diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications et titulaire d'une thèse de doctorat en 3e cycle de l'université d'Orsay, ainsi que d'un doctorat d'État de l'université Pierre et Marie Curie. Il a occupé de hautes fonctions de management de la recherche chez Philips et Alcatel et a dirigé la technique et la stratégie chez Alcatel Optronics. En 2003, il a rejoint le groupe Thales, dont il est aujourd'hui le directeur technique, recherche et innovation. Il est également, parce que ce n'est pas fini, il est également membre de l'Académie des technologies et chevalier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, c'est à nous qui fait le privilège de sa présence et il va nous éclairer sur cette grande question. Peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle ? Je vous remercie d'accueillir monsieur Marco Herman. Je laisse. Merci beaucoup pour cette introduction, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs. Je suis moi aussi très heureux, très honoré d'être devant une telle illustre assemblée, devant des personnes qui effectivement font un des métiers les plus nobles et les plus respectables. Lorsque le professeur Adam m'a invité pour faire une courte intervention, voilà, l'honneur était mon premier sentiment. Le second, le lendemain, c'était une petite angoisse en me disant « mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter qui pourrait vous inspirer ?» Bon, et puis réflexion faite, vous savez, l'innovation naît entre les ponts, entre les disciplines très différentes. Et je vais essayer, en vous présentant ce que nous faisons dans Thales, il n'y a pas beaucoup de médical, un tout petit peu, vous montrer que finalement, il y a peut-être un certain nombre de choses qui sont semblables, proches de ce que vous faites. Alors, je vais effectivement aborder la question cruciale qui fait le titre de l'exposé. Mais je vais d'abord vous présenter, j'espère un petit peu rapidement, ce qu'est Thales aujourd'hui. C'est un grand groupe international français, plus que centenaire, qui aujourd'hui travaille sur 5 verticales, 5 marchés verticaux, comme l'on dit, l'aéronautique, l'espace, transport terrestre, défense, sécurité. Et dans ces verticales, nous offrons des solutions. Ces solutions peuvent être des équipements comme des radars, des caméras, etc. Mais ça peut être également des très grands systèmes, comme par exemple la sécurité d'une ville entière, ce qu'on a fait à Mexico, une mégapole de 30 millions d'habitants, un système de surveillance du trafic aérien. Nos équipements contrôlent 40% du trafic aérien, comme les grands systèmes de cybersécurité. 19 des 20 premières banques mondiales sécurisent leurs données grâce à Thales. Et vous payez votre impôt, alors peut-être que ça ne vous fait pas plaisir, mais ça vaut plaisir que c'est à peu près sécurisé et c'est une application faite par Thales. Mais je pense qu'une meilleure façon de présenter un groupe comme Thales, c'est de regarder pour qui nous travaillons. Ce sont les gouvernements, les institutions, les villes, les entreprises qui font que la mobilité existe, que la sécurité est là, que les pays sont défendus, que tout ceci marche quelque part. Nous avons l'habitude de dire que ce sont les héros des temps modernes, puisque finalement, c'est eux qui font marcher le monde. Et notre mission, c'est de leur donner des solutions technologiques qui permettent de réaliser leur mission. C'est très difficile de donner toutes ces solutions technologiques. Ça demande beaucoup de savoir, beaucoup de technologie. Ça explique aussi que dans le groupe qui aujourd'hui compte 80 000 personnes, il y en a 30 000 qui travaillent sur la recherche et développement.
plus de la moitié en France. Nous sommes un des très grands acteurs internationaux qui n'a pas sacrifié la France comme lieu d'emploi, d'innovation et de recherche. Et je pense que la France nous le rend également bien. Alors j'ai dit mission critique, et laissez-moi dire ce que dans notre jargon de thalessien, ce que ça veut dire le système critique. Système critique et une mission critique, c'est une opération, une mission dans laquelle il y a des choses absolument essentielles en jeu. Cela peut être la vie des personnes. Quand vous êtes dans un avion, vous préférez qu'il n'y ait pas d'accident. Cela peut être la sécurité des données, qui peuvent être confidentielles, qui peuvent être privées, qui peuvent être sensibles, qui peuvent être classifiées. Et il faut en prendre grand soin. Les données, ça a beaucoup de valeur. Et c'est aussi évidemment la sûreté de fonctionnement, ce qu'on appelle la résilience. Nous faisons par exemple des réseaux de communication assez spécialisés qui doivent avoir comme caractéristique de fonctionner quoi qu'il arrive, s'il y a un séisme, s'il y a une attaque partielle, etc. Donc au-delà de ce que les opérateurs classiques sont capables de faire. Et nous, dans ces systèmes-là, nos clients, ils ont en fait une mission exécutée, et par exemple contrôler le trafic aérien, déployer des forces et faire une mission sur un théâtre d'opération, assurer les métros dans une grande mégapole, etc. Et pour faire cette mission, ils prennent des décisions. Donc des décisions qui sont décisives et qui souvent sont aussi, ont une composante temporelle, c'est-à-dire que la décision doit être prise au bon moment. On est très très loin en fait de ce qui se passe dans la vie privée ou lorsque vous achetez quelque chose dans Amazon, c'est absolument pas une mission critique. Si l'article n'est pas livré, vous n'en ferez pas une grande maladie. Et s'il arrive trop tard, bon, c'est gênant, mais c'est évidemment pas critique. Et je pense que dans cette définition de mission critique, on peut retrouver certainement certaines des composantes qui sont les vôtres. À l'évidence, les gestes, les opérations que vous faites engagent la vie, parfois la survie des personnes qui sont vos patients. Vous manipulez des données qui sont sensibles parce qu'elles sont privées. Donc la sécurité et leur bonne maîtrise est un enjeu important. Et puis évidemment, vous voulez également avoir des appareils, des fonctionnements qui sont garantis, qui ont bon fonctionnement, qui ont une sorte de véracité de résultats, qui ont une résilience, et avec des téléopérations, des téléprésences, etc. Ce point-là va devenir de résilience, de garantie, va être absolument crucial. Donc il y a des choses qui nous rassemblent, et je dirais qu'à l'évidence, la médecine et le secteur de la santé est aussi un domaine de système critique. Ce n'est pas le nôtre, mais c'est un domaine de système critique. Alors quand je dis ce n'est pas le nôtre, il a été par le passé, il y a plus de 30 ans, Thales était dans le médical, était un des fabricants assez respectables d'un certain nombre d'équipements de radiologie, dans la compagnie générale de radiologie, que l'on a vendu en 1987 à General Electric. Et donc on s'est concentré sur les marchés verticaux que je vous ai exposés par ailleurs. Mais on a un petit bout d'activité qui est resté pour les composants, pour le médical, notamment tout ce qui est détecteur pour la radiologie. Là, vous voyez deux plaques dans lesquelles, en fait, on est resté numéro 1 mondial et il y a quelques rebonds sur les technologies qui sont utilisées derrière. Alors, ça s'est fait dans une entreprise qui est une co-entreprise avec Philips et Siemens, donc deux grands de la radiologie. Mais c'est Thales qui est majoritaire dans cette société et qui maîtrise de fait la technologie. Aujourd'hui, on travaille en fait également sur des sources absolument de rupture, sur les émetteurs de rayons X pour la partie émission, et en fait remplacer des grosses sources de rayons X que vous connaissez, qui sont très lourds, avec des très très hautes tensions, par un petit peu l'équivalent des LED, mais en rayons X, de façon à avoir en fait le numérique qui rentre dans la construction de l'image de façon beaucoup plus prononcée que ce qui est le cas aujourd'hui. Puis parfois, le médical rentre un petit peu à la petite fenêtre dans le groupe, à l'insu de notre plein gré, si j'ose dire. Et c'est l'exemple qui est illustré sur la droite. Il s'agit d'une activité que nous avons qui est sur les casques de pilotes de chasse ou d'hélicoptères. Il faut savoir que dans un casque de pilote, vous avez un petit hublot devant les yeux parfois des jumelles. Là, c'est le cas des jumelles infrarouges. Mais vous avez surtout en fait de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va superposer au champ que voit un pilote
des indices qui vont marquer le territoire. Par exemple, on va mettre un point sur un bâtiment, peut-être un bâtiment à surveiller ou à détruire, quoi que ce soit. Et il est important que ce point sur ce bâtiment-là ne bouge pas lorsque l'avion et la tête du pilote bougent. Ce qu'on appelle la réalité augmentée. Mais cette réalité augmentée par rapport à ce que l'on voit dans la vie de tous les jours, elle a des caractéristiques de précision, de stabilité par rapport au mouvement, de non-fatigue du pilote, qui est absolument à des ordres de grandeur de ce que l'on rencontre dans le grand public. On s'est posé la question à quoi ça peut servir, on en est venu à la chirurgie. Et on a fait en fait un travail commun avec 2 professeurs américains de la chirurgie neurospinale, où nos chercheurs ont assisté à l'opération et ont regardé un petit peu comment ça se passe. Et donc, ils ont vu que c'était très très long, 8 heures, que le chirurgien était tout le temps en train de lever la tête pour voir les écrans périphériques, pour voir où est son outil par rapport aux vertèbres. Et donc, au bout de 8 heures, c'est beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, sachant que, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, sur les vertèbres attaquées par une tumeur ou autre, la place où on peut mettre des éléments mécaniques est extrêmement restreinte. Donc, l'idée, c'était de lui simplifier l'opération en lui ramenant dans le champ visuel tous les éléments qu'il cherchait ailleurs dans la salle d'opération. Et là, c'est le petit dispositif qui, fort heureusement, ne ressemble plus à un casque de pilote, qui est à droite, qui pèse quelques dizaines de grammes. Mais on est allé un cran plus loin, on a essayé de voir si on peut, et la réponse est oui, superposer une autre image d'un organe, de l'os, enfin, ce n'est pas un organe, un os, des vertèbres ou d'autres choses qui vont se superposer exactement sur là où est l'os du patient et qui va rester stable quelle que soit la position de la tête du médecin. Ça, c'est une application qu'on a regardée avec une autre équipe qui travaillait sur les opérations de la hanche, où en fait il faut enlever une partie de l'os, mettre une prothèse, et dans l'installation de la prothèse par rapport à ce qui était avant, eh bien, on a perdu les référentiels et il y a un risque de désalignement, même mineur, qui sont forts. Et donc d'avoir quelque chose qui vous marque ce qui était avant par une espèce d'image en fil de fer est évidemment intéressant. Donc on a fait ce travail-là, sorte de start-up interne, qu'on a vendu après à des vrais acteurs du médical quelques temps après, mais juste un exemple pour dire que des technologies très militaires peuvent avoir des rebonds dans le monde qui est le vôtre également. Alors revenons un petit peu à nos missions critiques. Une mission critique est là une chaîne de décision, c'est-à-dire qu'elle est vraie dans toutes les verticales que nous faisons, et quelque part, ça ne doit pas être trop faux pour vous également. On parle des capteurs qui vont collecter les données, on va stocker, on va transmettre ces données-là, puis après on va les traiter et on va prendre une décision générale de notre système, chez vous également. C'est l'homme qui prend la décision, ce n'est pas la machine. Alors, cette chaîne de décision paraît très simple, elle est générique, mais son instanciation en fonction de ce que l'on fait peut être très très différente. Uniquement si je regarde le monde des capteurs, nous manipulons et nous fabriquons en fait tout un tas de capteurs, les radars qui vont surveiller l'espace. Là, vous avez un radar d'approche des avions des aéroports, mais nous faisons des radars qui regardent un espace sur des volumes beaucoup plus grands. Ce sont des radars qui regardent les avions trans-horizon, c'est-à-dire derrière l'horizon, pas en voie optique directe. Au milieu, vous avez un sonar, c'est un petit peu l'échographie que vous pratiquez par ailleurs, sauf que ça, c'est sur un sous-marin. Et puis, on va détecter le fond de la mer, les mines, d'autres bâtiments, aussi les baleines, etc., etc., avec des capteurs extrêmement précis, les imageurs qui soient visibles, infrarouges, la composante satellitaire qui est évidemment très, très utilisée de plus en plus, les sources données classiques qui peuvent venir de l'Internet ou des Internet privés, des intranets ou des Internets, mais également on utilise beaucoup des paramètres biologiques en fait. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les paramètres biométriques sont de plus en plus un élément d'identification de la personne, de l'authentification. Et lorsque vous avez finalement ces paramètres, vous pouvez vraiment garantir que la personne est celle qu'elle clame être. Et donc dans le paiement, par exemple, on peut imaginer qu'un jour, il suffira de vérifier que vous êtes celui que vous prétendez être pour que le paiement se fait, évidemment, avec un petit accord supplémentaire de votre part. Donc nous construisons, alors ça c'est un aspect, et la biométrie c'est évidemment le visage, ça peut être l'empreinte digitale, mais ça peut être des choses plus compliquées, ça peut être, enfin plus compliquées, plus déroutantes, ça peut être les veines sur la main. Les veines sur la main sont un marqueur individuel très fort, donc quand on fait une montre, cette montre-là
regarde vos veines, eh bien, on peut faire en sorte qu'elles marchent uniquement si la bonne personne la porte et pas une autre. On peut également avoir des marqueurs biologiques en regardant le mouvement de la tête qu'on ne perçoit pas, mais d'un point de vue mécanique, le cœur qui bat, qui vous envoie quelques grammes de sang dans la tête, ce sang va résonner dans la tête mécaniquement. La résonance mécanique va être une signature des cavités qui sont du crâne, qui sont différentes personne par personne. Et donc, stricto sensu, là, l'oscillation de la tête synchronisée au cœur, encore une fois qu'on n'aperçoit pas comme ça naturellement, fort heureusement, est aussi une signature biologique. On regarde d'autres facteurs, et là vous avez un exemple de maillot en fait, qui a des capteurs de rythme cardiaque, de pression, de tout un tas d'autres paramètres. On peut voir aussi les ondes alpha du cerveau, qui essaient de regarder le stress et la concentration de l'opérateur, typiquement pilote. On sait que le facteur humain est un facteur fortement présent dans les incidents qui peuvent arriver ici et là. Et donc avoir la capacité à voir si le pilote est concentré ou l'opérateur plus généralement, s'il exécute sa tâche en pleine possession de ses moyens, est important. Évidemment, il peut y avoir réticence de l'opérateur à ce qu'on lui fasse ce feedback, ce qui veut dire qu'au niveau des données, là aussi, il faut avoir tout un dispositif pour qu'on les rassure que ceci ne va pas fuir et être utilisé pour d'autres choses. Une fois qu'on a les données et des capteurs, on va rentrer dans le monde du numérique et nous avons défini 4 technologies clés. La connectivité et l'Internet des objets, ou en tout cas la connectivité sur un réseau, ce n'est pas toujours l'Internet. Finalement, c'est ce qui vous permet de capter les données. Les données massives, une fois que vous les avez connectées, très rapidement, elles sont massives. Il faut les traiter. C'est l'intelligence artificielle, donc on va commencer à parler d'elle. Mais dans les systèmes critiques, si vous faites que cela, eh bien, très rapidement, vous allez avoir des gros problèmes parce que la cybervulnérabilité de chacune de ces étapes-là est potentiellement grande. Donc la cybersécurité est en fait indispensable pour que le numérique rentre dans des filières comme les nôtres, mais j'imagine comme les vôtres également. J'ai l'habitude de dire que nos 4 technologies numériques sont un peu les 4 mousquetaires. Et dans ce cas-là, la cybersécurité, c'est D'Artagnan, un pour tous, tous pour un. Alors, l'intelligence artificielle. Le premier mot, premier commentaire, ça, le nom a été inventé il y a 60 ans, dans une conférence aux États-Unis. Et comme souvent, les scientifiques qui inventent un mot, ils sont un petit peu facétieux, mais après, le nom prend et tout le monde y croit dur comme fer. Donc, le premier élément, l'intelligence artificielle, est très artificielle, mais elle n'est pas vraiment intelligente. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'attend-on de l'intelligence artificielle? Bien, on entend que l'intelligence artificielle est capable de faire un certain nombre de tâches qu'un humain est capable de faire. Et je les ai classées en 4 grands domaines, qui est la fonction de perception, de percevoir une information qui peut être dans un environnement riche, complexe, subtil. Ça peut être reconnaître un visage, un objet ou autre chose. Ça peut être non une image, ça peut être des mots. Apprendre, évoluer, en tout cas évoluer, c'est-à-dire que l'histoire sert à quelque chose. Et contrairement à ce que la plupart des PC font, lorsque vous mettez en marche Word, il devient de plus en plus intelligent, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. La capacité d'abstraire, qui peut-être commence par la capacité à nommer des choses. Lorsqu'un système détecte un objet, c'est une fonction. Si en détectant, il sait dire c'est la tour Eiffel, il a donné un sens à ce qu'il a, il a détecté, et il est passé d'un ensemble de pixels à une entité nommée qui est la tour Eiffel, et donc il a commencé à abstraire les choses. La 4e fonction, c'est la capacité à raisonner, c'est de faire de l'induction qui permet de planifier, de décider, et donc finalement être dans des situations où A plus B implique C. Et là, sur cette partie-là, sur tout ce qui est inductif et la pensée formelle, ça date qu'il y a beaucoup plus de 60 ans. Pour de vrai, l'IA, dans ces définitions-là, elle est née il y a 2500 ans, avec les philosophes indiens, grecs, chinois. Et d'ailleurs, Thalès, dans le nom de Thalès, c'est Thalès de Milet, le philosophe et mathématicien grec. Vous
pour ça que lorsque les gens me demandent depuis combien de temps Thalès fait de l'IA, je dis 2500 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière comme technique ? Au Moyen-Âge, il y avait la mécanique et des choses comme ça. Enfin, au Moyen-Âge, le XVIIe et XVIIIe, Renaissance, et ainsi de suite, il y avait de la mécanique. Aujourd'hui, derrière cela, il y a des algorithmes, il y a des mathématiques. Et il n'y a pas autre chose, il y a des mathématiques. Donc, on est dans les sciences de mathématiques. Le point est qu'il n'y a pas un seul algorithme qui permet de faire face à toutes ces questions-là. D'ailleurs, il n'y en a pas un seul qui fait les quatre en même temps, très rarement. Mais il y a deux grandes classes. Il y a une classe qui est basée sur des modèles, c'est-à-dire qu'on a une connaissance a priori. La grammaire est un modèle. Câbler la grammaire dans un système vous permet de mieux comprendre la phrase qui est derrière. La physique, c'est une loi, c'est des lois. Ça vous permet également de faire de la prédiction. Ça vous permet de faire de l'identification. Donc, basé sur des modèles, basé sur des connaissances du monde, des connaissances humaines, un métier qui définit ses règles, comme des juristes, par exemple, c'est des connaissances. Ça peut aussi faire de l'IA basée sur des modèles. L'autre seconde partie de l'IA, elle est basée sur les données. C'est celle dans laquelle on trouve le fameux deep learning, l'apprentissage profond dont tout le monde parle. Mais il parle tellement qu'à la limite, ça obscurcit tout le reste. L'IA ne se résume pas au deep learning. C'est juste que le deep learning, il est fabuleux pour les gens qui ont des datas gratuitement et en plus des datas annotées, c'est-à-dire que l'on sait ce qu'il y a derrière, ce qui est le monde des GAFA. Donc ils sont engouffrés, je dirais, quelque part, dans la zone qui était la plus confortable pour eux. On ne va pas les blâmer pour ça, parce qu'ils ont poussé la technologie très très fort vers des domaines absolument incroyables. Et donc on va maintenant se poser la question si cette partie de l'IA dont tout le monde parle, le deep learning, base de données, qui vous intéresse, je sais, fortement, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Alors, en une seule courte réponse, la réponse est non. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Le deep learning marche, ce qu'on appelle des réseaux de neurones formels. Pour avoir parlé à des scientifiques du cerveau, des sciences cognitives, je mesure qu'on est très très loin du fonctionnement d'un vrai cerveau humain. D'ailleurs, les performances le montrent également. Mais un des premiers points qui est un point difficile de l'apprentissage à partir des données, c'est l'explicabilité. L'IA par deep learning, c'est une boîte noire. Vous avez statistiquement une bonne réponse, mais vous n'avez aucune raison qui est donnée pourquoi c'est la bonne réponse. Encore une fois, pour Netflix, ça marche bien, pour Amazon, ça marche bien, mais pour les systèmes critiques, ça ne marche pas bien. Si vous êtes un pilote, que vous avez un assistant IA, qui vous dit « je vous recommande de virer à gauche », alors que le pilote, il voit à travers le bureau, il a ses propres instruments, il a sa propre expertise. Lui, il aurait plutôt, par exemple, continué tout droit. Un dilemme, est-ce qu'il obéit aveuglement à la machine ou est-ce qu'il dit c'est quand même moi pilote à bord, c'est moi qui suis responsable, je ne vais pas écouter la machine. Si la machine lui explique que je te préconise de tourner à gauche parce que dans les données météo que j'ai pu croiser avec des stations terre que tu n'as pas eues ou qui ne sont pas visibles sur le cockpit, il y a des données sur la gravité de l'orage qui est devant ou parce qu'il y a des avions au-dessus et en dessous qui n'ont pas été détectés par ailleurs, etc. Voilà mes éléments de raisonnement qui me font te recommander de tourner à gauche. Les choses vont devenir différentes. Il reste 5 minutes. Eh bien, je suis mal. Premier élément. Second, les données. Si les données sont de mauvaise qualité, le résultat sera de mauvaise qualité. Une IA a été mise sur Intranet par Microsoft. Les gens c'est une sorte de tweet, les gens qui sont connectés étaient des racistes, des voyous. La machine est devenue un voyou et des racistes. Donc, comme on dit élégamment en anglais, bullshit in, bullshit out, ça marche très très bien en IA. Et donc la qualité des données, leur supervision est absolument importante. Et la cybersécurité, oui, l'IA par deep learning, on peut la falsifier. On peut aujourd'hui avoir une IA qui détecte les panneaux de signalisation routière. Je peux prendre une pub de McDonald's, changer très très peu de pixels sur la pub de McDonald's. Vous ne les verrez pas, la différence. Vous, ce sera toujours du McDonald's. La machine va dire c'est un feu stop à 100% de probabilité. Donc des fake news dans l'IA, quand on sait comment ça marche, c'est possible. Donc il y a aujourd'hui un problème de confiance.
Et nous, évidemment, on travaille énormément, mais ça, je n'aurai pas le temps de vous expliquer comment, pour rendre la confiance à l'IA. Le point que je voudrais, dans les quelques minutes qui me restent, à vous visualiser, c'est un autre domaine qui est un petit peu lié à l'IA, qui est la simulation des comportements humains, de l'homme. On est très intéressé à simuler l'homme parce qu'on a affaire à des situations où il y a beaucoup de personnes qui peuvent réagir de façon différente, qui ont des motivations différentes. Il y a la vieille dame, il y a le terroriste qui veut piquer le sac de la vieille dame, il y a des voyageurs normaux, il y a des jeunes, des vieux, des gens qui ont des mobilités différentes. Donc on a construit avec des académiques un modèle comportemental de l'humain qui prend en compte les motivations, le caractère, les éléments biologiques, enfin motricité, les interactions que fait la personne avec d'autres humains ou l'environnement pour pouvoir construire des modeleurs qui vont nous faire jouer des jeux quelque part. Ce n'est pas des effets spéciaux, mais c'est des vraies séances de comportement. Donc je vais essayer maintenant de vous passer la petite vidéo pour vous montrer à quoi ça sert et ce que cela donne. Alors là, nous sommes dans un aéroport. Chaque bâtonnet, c'est une personne. Alors là, pour des exemples comme ça, on n'a pas besoin que la personne ressemble à un homme, hein. C'est son comportement qui est important. Donc on simplifie la représentation en ayant uniquement les bâtonnets, mais chaque bâtonnet est différent des bâtonnets à côté. Il interagit, il écoute, il voit, etc. Et donc tout ceci va bouger dans l'aéroport d'une façon qui n'est pas programmée. La seule chose qui est programmée, c'est la constitution, la représentation de la société, de la foule qui est dedans. Combien il y a de jeunes, combien il y a de vieux, etc. On peut voir la simulation dans un modèle de supervision et on peut avec ça, par exemple, régler les différentes structures d'un aéroport. Là, c'est sur la gare du Nord. On a essayé de voir si l'introduction des portiques suite au terrorisme était capable d'avoir la fluidité de passage pour les passagers, compatible des horaires, de l'installation, etc. Et donc, on a injecté une foule caractéristique de la gare du Nord qui prend le métro. On a mis en place les barrières et on a regardé ce que ça fait. Voilà, donc on va maintenant passer à autre chose. Autre chose tout à fait impressionnant, qui est la simulation du pèlerinage à la Mecque. Et là, il s'agit d'équiper la Mecque de caméras vidéo et d'apprendre aux contrôleurs de la vidéo le type de situation qu'ils vont pouvoir avoir. Donc on est capable aujourd'hui de mettre 50 000 personnes toutes différentes dans la Mecque, de regarder ce qu'ils font, hein, évidemment de désigner que, je ne sais pas, cette femme-là avec le foulard, il est mal intentionné, elle va faire quelque chose, regarder ce qui se passe et donner des vidéos aux opérateurs pour qu'ils apprennent à parer la situation. Et puis le dernier point, le plus bluffant peut-être, c'est d'accélérer le temps. Là, vous avez une image, une vraie vidéo d'un assemblement de personnes devant une porte. Ces personnes-là sont physiquement reprises dans le modeleur et on va faire évoluer le modeleur pour qu'il prévoie le futur possible. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert, par exemple, dans ce cas-là. Là, vous avez une vue du port de Singapour, dans lequel débarquent tous les matins des milliers et des milliers de personnes, des ouvriers, des businessmen, des touristes, la manutention. Comme ça, c'est pas arrêté. Voilà, il faut que j'arrête ici. Et toutes ces personnes-là, on va les mettre dans le modeleur de foule, de comportement, et on va jouer 1, 2, 3, 4, 5 scénarios futurs possibles, les futurs possibles par rapport à la réalité, et on est capable de la jouer plus vite que la réalité. Et si dans les scénarios possibles, il y a quelque chose qui pose problème, un ascenseur qui ne marche pas et donc il y aura une concentration trop forte de personnes à un endroit, on va envoyer un signal d'alarme à l'opérateur pour qu'il empêche que ceci se passe dans l'avenir. Et ça devient presque philosophique. Alors évidemment, on ne prévoit pas le vrai futur, mais c'est des futurs possibles. Voilà, et donc on utilise également ces modeleurs de comportement pour nourrir la base d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Donc un mot pour finir, sur l'éthique et la responsabilité. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de bêtises dites sur l'IA va éliminer l'humanité, etc. J'y crois profondément, l'IA n'est pas plus intelligente que ma machine à laver. Ma machine à laver tombe en panne, mais ce n'est pas parce qu'elle veut me faire du mal.
L'IA a des inconvénients, elle a des problèmes de fonctionnement, comme des vulnérabilités, mais ce n'est pas parce qu'elle est en train de développer un plan contre l'humanité pour nous éliminer et croire qu'elle va être beaucoup, beaucoup mieux dans une planète où il n'y a pas d'humains. C'est une machine très complexe, donc il faut la maîtriser. Donc il faut travailler justement sur la maîtrise de cette machine. Les usages de l'IA peuvent être faits à mal escient, peuvent être dangereux, peuvent être criminels. Donc il faudra réguler sur les usages. Et l'ONU s'y penche déjà. Et nous avons également une charte éthique qui est en construction pour effectivement prévenir qu'on ne puisse pas utiliser à des mauvaises intentions une IA, que l'on donne des éléments à nos clients, à nous, comment eux-mêmes ils peuvent exercer leurs responsabilités, leur supervision du système. Je pense que dans notre posture, on est dans la posture où on dit on ne peut pas admettre que l'IA fait quelque chose qu'on n'a pas permis qu'elle fasse. L'homme doit rester en responsabilité. Parce que sinon, toute machine peut devenir folle. Hein. Une machine à vapeur peut aussi devenir folle. Donc, rester en responsabilité et travailler beaucoup sur le dialogue homme-machine pour que finalement, la machine devienne un assistant de l'homme, un partenaire, mais l'homme en pouvoir ultime. Voilà un petit peu la philo. Très rapidement, mais sans doute en dépassant de quelques minutes le temps. Merci de votre indulgence et de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Marco Herrmann, pour votre expertise scientifique et technique sur la confiance que l'on peut accorder à l'intelligence artificielle. Confiance, ce mot intrinsèque, bien sûr, à la pratique chirurgicale. Alors, je vous laisse ranger vos affaires. Merci beaucoup. Et puis, vous allez pouvoir regagner votre place pour écouter maintenant celui qui vous a choisi comme invité d'honneur. Il s'agit du président du congrès 2019, le professeur René Adam, chirurgien du centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse. Alors, je vais quand même dire un mot avant, parce que justement, quand on lui a demandé de nous parler de lui, en fait, il ne nous a pas dévoilé grand-chose. La discussion est partie directement sur son métier passion. Alors pour connaître vraiment qui est notre président du congrès, nous sommes allés le demander à ses pairs, à ceux qui travaillent avec lui au quotidien. On leur a demandé comment est-ce qu'il le décrirait. Et voici pour vous la réponse en vidéo. René Adam, j'ai un rapport avec lui qui est très ancien, ça fait 15 ans qu'on se connaît, et c'est plus que uniquement un collègue, quoi. C'est vraiment quelqu'un à qui je tiens beaucoup. C'est comme un oncle, un peu. Je viens de trouver une photo. Sur cette photo, il y a 3 personnages, et l'un d'entre eux est René Adam. Donc il a été interne de mon service, ça fait plus de 30 ans. René Adam et moi, nous nous connaissons depuis l'internat. Il était une ou deux années avant moi. Je l'ai rencontré la première fois ici en passant comme interne au CHB. C'est un peu mon papa chirurgien. Ouais. C'est un homme de devoir. C'est un très très bon humain. C'est un type qui écoute énormément les gens. Il sait faire la fête, il y a eu un karaoké ici mémorable. René Adam est un homme droit, donc sur lequel on peut compter. Je dirais sa modestie, c'est quelqu'un qui cherche jamais à impressionner les autres. C'est un grand pédagogue. C'est quelqu'un qui est très réfléchi. C'est un très bon chef d'équipe parce qu'il a une véritable bienveillance. Et c'est pas surjoué, c'est réel. Toujours souriant et plein d'humour, mais efficace aussi. Ses cravates ton sur ton et ses costumes à boutons dorés. Il dit jamais non et il dit jamais non aux sollicitations. Il est perfectionniste. Il veut bien faire, quelquefois ça bloque. Il hésite. Mais finalement, ce n'est pas vraiment un défaut parce que pour moi, le courage, c'est avancer dans le doute. Il sait qu'on n'est pas absolument certain, mais il avance quand même. Et puis on verra bien, quoi. Chirurgie. Je pense les voyages. Il adore qu'on lui apporte de l'énergie, qu'on lui apporte des idées. Les langues, il est polyglotte. Le désordre. L'imperfection. D'être mis devant le fait accompli. Les gens qui ne travaillent pas. Probablement l'absence de rigueur. Au-delà des limites, il n'y a plus de bornes. Pas de chirurgie de fauteuil. On prend les décisions après avoir vu les malades. La phrase qu'il dit le plus souvent, c'est « j'ai envie de dire ». Tout le temps. J'ai envie de dire. Ou on ne m'a pas prévenu. On se dit tout, même quand c'est pas agréable.
Je lui ai jamais osé lui parler de ses cravates, mais d'ailleurs ça va mieux ces cravates. Je crois qu'il a changé parce qu'il avait un gros problème avec le ton sur ton. Merci parce que souvent, c'est des choses au quotidien qu'on n'a pas l'habitude de se dire. Oui, j'ai une anecdote croustillante. On était en train de faire l'anastomose vasculaire très compliquée avec des tout petits fils au 8-0 et puis on avait passé tous les points les uns après les autres. Donc en fait les fils ils les ont remis vers moi, puis moi j'ai voulu l'aider de manière un petit peu active et je lui ai rebalancé tous les fils vers lui, ce qui fait que tous les fils sont partis en fouillis et très gentiment il m'a fait « Oh non Loulou, Loulou non !» C'est le seul chirurgien que je connaisse qui met ça, qui met cette Charlotte, ici. Met des surchaussures par-dessus ses chaussettes avant d'enfiler ses sabots. On a fait un super métier et c'était une aventure extraordinaire. J'ai passé 30 ans de vie commune, professionnelle bien sûr, mais 30 belles années avec un homme intelligent, agréable et qui a des belles valeurs. Si c'était la fin du monde, qu'est-ce que j'aimerais lui dire? On va trouver une solution. Il y a toujours une solution. Eh bien voilà, je pense qu'avec tout ça, on a bien envie de l'entendre maintenant. On va découvrir si la cravate est toujours ton sur ton ou pas. Je remercie donc d'accueillir professeur René Adam, notre président du congrès 2019 de l'AFC. Bonjour, professeur René Adam. Enchanté. Vous voyez, maintenant, votre présentation a été faite par d'autres. Je vais quand même vous demander de nous présenter un peu votre parcours avant d'adresser vos messages aux jeunes chirurgiens. C'est à vous, on vous écoute et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Nathalie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, c'est un grand plaisir, un très grand honneur d'être devant vous aujourd'hui pour ouvrir ce 121e congrès français de chirurgie. Et je dois remercier d'abord mon invité d'honneur, M. Marco Herrmann, pour son nul doute qu'il a ouvert notre esprit à des outils nouveaux qui vont faire irruption dans notre pratique quotidienne. Je voudrais dire aussi un grand merci à mon équipe, aux membres de mon équipe qui se sont prêtés à cet exercice un petit peu difficile de l'interview surprise. Ils ne connaissaient pas les questions et c'était très intéressant et il me reste un certain nombre de choses à approfondir et à améliorer. Et un grand merci au conseil d'administration, cette fois un peu plus solennel de l'AFC, de me permettre d'être devant vous aujourd'hui pour ouvrir ce 121e congrès français de chirurgie. Vous savez, l'AFC est pour moi la doyenne des associations scientifiques françaises, avec plus de 100 ans d'existence. Elle est celle qui fédère, celle qui réunit, celle qui protège. J'en ai été successivement le secrétaire général, le trésorier et aujourd'hui le président du congrès. Et au-delà de la reconnaissance qui m'est faite, c'est avec une profonde émotion que je suis devant vous aujourd'hui pour représenter une association à laquelle j'ai tant donné. On vous l'a dit, je n'aime pas parler de moi, et donc je vais résumer mon parcours à 3 points. D'abord, un point familial. Je suis issu d'une famille modeste, pas de médecin dans ma famille, et je remercie mes parents de m'avoir permis de suivre des études. Je suis né à Casablanca, et je dirais mon enfance et mon adolescence ont été bercées par cette atmosphère multiculturelle des communautés françaises, espagnoles, italiennes, portugaises, avec leur sens aigu de la famille, et dans cette mixité des religions catholiques, juives et musulmanes. Titulaire de mon baccalauréat à 16 ans et demi, je réussis un concours d'entrée dans une école d'ingénieurs et également le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées. Mon choix se porte vers la médecine et je vais faire mes 2 premières années de médecine à Lyon avant de continuer sur mon cursus sur Paris, où je suis nommé interne des hôpitaux de Paris à l'âge de 23 ans. Et c'est là qu'intervient un deuxième élément clé dans ma carrière, c'est le hasard d'une rencontre, celle d'Henri Bismuth. Et je dois dire que je choisis mon premier semestre en réanimation digestive à l'hôpital Paul Brousse. Je ne suis pas du tout déterminé sur ma carrière. Et les staffs qui mêlent la réanimation, la chirurgie hépatobiliaire, les débuts de la greffe sont pour moi un modèle de raisonnement. Et le chef d'orchestre qui les anime,
la source d'une profonde admiration, rigueur, exemplarité, exigence. Je dirais, ma décision est prise, je serai chirurgien. Dès ce premier semestre, et j'avoue que la chance m'a souri, parce que je n'étais pas promis à une carrière universitaire, mais à la force du poignet et suite aux sollicitations cumulées, je dirais, des équipes de Besançon, de Grenoble, de Rennes qui souhaitaient me recruter, mon sort allait être définitivement scellé à l'hôpital Paul Brousse et au niveau de la faculté de médecine Paris-Sud. Je voudrais maintenant vous parler du troisième élément clé je dirais, de mon parcours, c'est ma passion pour le foie. Ma passion pour le foie, je dirais, cet organe qui, je dirais, est important. Il était source de courage pour les Chinois et les Japonais, et je dirais les samouraïs buvaient une bonne rasade de bile avant de partir au combat pour s'assurer l'invincibilité. Et comme vous le savez, le foie a été érigé en héros de la mythologie grecque par la légende de Prométhée que Zeus avait enchaîné au sommet de l'Olympe, et tous les jours, un aigle venait et lui mangeait une partie du foie, mais en raison de la régénération, le supplice devenait éternel. Mais en marge de ces considérations mythologiques, j'ai l'habitude de dire aux étudiants que le foie est l'organe le plus intelligent de l'organisme, par ses capacités d'adaptation, par ses capacités de régénération. Et ils s'étonnent, logiquement, que je ne sois pas le cerveau. Mais je leur dis, imaginez l'état d'un patient auquel on ferait la résection d'un hémicerveau, comme on le fait régulièrement, la résection d'un hémifoie, où une semaine après la fonction et 2 mois après, le volume sont totalement restaurés et la vie continue comme avant. Et le foie continue de nous livrer ses secrets avec des concepts nouveaux, celui du HALPS, celui de la biembolisation portale et sushépatique, ce qui fait que ça ne fait qu'augmenter la vénération que j'ai pour cet organe. Et manifestement, c'est contagieux. Le seul de mes fils à m'avoir dit un soir d'hiver à l'âge de 11 ans et m'avoir reproché de ne pas avoir été présent à la maison pendant plus d'une semaine et m'avoir dit vraiment d'un œil noir, « Sache une chose, papa, je ne ferai jamais ta profession », a choisi quelques années plus tard médecine, puis chirurgie, mais orthopédique, puis colorectale, et enfin hépatobiliaire. Et il est actuellement chirurgien dans le service de chirurgie hépatobiliaire et transplantation de Bordeaux, à faire finalement le même job que celui qu'il avait décrié 20 ans auparavant. Le foie est vraiment plus fort que tout. Et j'aimerais maintenant m'adresser aux jeunes chirurgiens, parce qu'ils représentent l'avenir de notre profession. Et dans un contexte de modification sociétale importante, il m'est apparu important de leur délivrer un certain nombre de messages. Et je vous prie de m'excuser à l'avance si certains de ces messages vont vous apparaître comme des évidences. Je commencerai par un principe de base. La chirurgie n'est pas un métier, c'est une passion. Et en tant que telle, elle peut être dévorante. Et je remarque que les jeunes chirurgiens sont tout autant motivés, passionnés, mais ils sont moins aveugles dans le fait de donner sans compter. Ils sont plus rationnels dans le partage du temps qu'ils consacrent à la chirurgie et qu'ils consacrent au reste. Et ils ont probablement raison. Mais je leur dis, soyez quand même parcimonieux et soyez généreux vis-à-vis du temps que vous consacrez à la chirurgie, car eh bien, la simulation est un formidable outil pédagogique, mais elle n'a pas vocation à remplacer la formation, les compétences que nous avons au bloc opératoire et au lit du malade. Et j'en viens maintenant à des principes que je vais qualifier d'élémentaires dans le quotidien, dans la pratique quotidienne. Et je vais en faire sourire un certain nombre, probablement dans mon équipe.
Le premier conseil que je donnerai aux jeunes chirurgiens, c'est ne vous laissez pas aller au délitement du discours médico-chirurgical. Vous êtes médecin. Quand j'entends dire « le malade a chauffé cette nuit, il ne pisse plus », on va le bilanter dans le cadre de ces suites post-opératoires, excusez du pléonasme, on ne peut plus fréquent, compliquées de l'intervention dont il a bénéficié, alors qu'il s'est compliqué, je leur dis, votre langage médical se rapproche de celui des non-médecins. Et plutôt que de pasticher la chanson de Brel sur les marins d'Amsterdam, eh bien, gardez au discours médical toute sa noblesse et vous susciterez le respect. Pour autant, restez simple dans les informations que vous donnez aux patients. La simplicité, disait Mondrian, un peintre néerlandais, comme vous le savez, pionnier de l'abstraction, c'est la complexité résolue. C'est valable pour l'art, c'est également valable pour le discours médical. La deuxième évidence, me direz-vous, c'est interroger et examiner vos patients. La clinique est à la base de tout. Et je m'aperçois qu'avec les technologies d'imagerie de plus en plus sophistiquées, on a beaucoup plus facilement tendance à parler des données du scanner, de l'IRM de diffusion, de la reconstruction 3D, voire de la réalité virtuelle, que des données de l'examen clinique et des caractéristiques de la douleur à l'interrogatoire. Et je dirais, nous devons avoir en tête l'histoire des malades, ce qui a tendance un tout petit peu à se perdre en ces temps de dématérialisation du dossier médical. Pourquoi mémoriser l'histoire du malade puisqu'elle est dans l'ordinateur? Or, le diable est dans les détails, et ces détails, ils méritent d'être davantage dans notre tête que dans le disque dur de l'ordinateur. Et un point qui a été souligné d'ailleurs dans la vidéo, c'est n'opérez jamais un patient sans l'avoir examiné. Sinon, vous faites ce que les Américains appellent de l'armchair surgery, c'est-à-dire de la chirurgie de fauteuil, et vous exposez vos patients à un certain nombre de déboires chirurgicaux. Enfin, le troisième élément dans cette pratique quotidienne, n'oubliez pas la définition d'un chirurgien. C'est un médecin qui opère. La chirurgie se fait avec la tête, plus que l'acte technique, c'est la stratégie qui importe. Et il est donc important que, quand vous considérez un malade, vous mesuriez, vous réfléchissiez à la stratégie, vous planifiez votre intervention, vous prévoyez la balance bénéfice-risque, c'est à ce moment-là que vous leur donnerez, je dirais, le maximum de chance. Mais pour ça, il faut raisonner en équipe. J'ai l'habitude de dire qu'on apprend plus des autres que de soi-même, et agir tout seul, on va toujours plus vite, mais agir ensemble, on va toujours plus loin. Et cela est valable au bloc opératoire, où quand on est confronté à une difficulté, il ne faut pas hésiter, il faut réfréner son ego et ne pas hésiter à faire appel à un collègue ou à quelqu'un de plus expérimenté qui sera toujours d'un bon conseil. Mais cela est valable également en dehors du bloc opératoire, où les stratégies actuelles sont multidisciplinaires et la chirurgie n'est qu'un élément dans l'approche multidisciplinaire des maladies. Le cancer en est un bon exemple, où les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires, eh bien, permettent d'éviter tout dogmatisme, que ce soit en faveur de la chirurgie ou en faveur du traitement médical. Et notre métier a changé. Il ne suffit plus d'être un bon opérateur. Il faut s'ouvrir aux nouvelles technologies. La révolution de la laparoscopie est là, aujourd'hui. La révolution de la robotique est en train d'ouvrir une nouvelle voie. On s'oriente, comme vous le savez, de plus en plus vers le mini-invasif, vers la préhabilitation, la réhabilitation, vers l'ambulatoire. Mais il ne suffit plus de savoir faire. Il faut faire savoir et il faut faire valoir vis-à-vis de notre administration, eh bien, les actes techniques
que nous faisons au niveau des patients. Et je dirais à notre finalement fonction de simple médecin, de simple chirurgien, c'est agrémenté celle de communicant, de gestionnaire, de manager. Et alors que nos actions étaient dirigées auparavant uniquement vers nos propres patients, eh bien, elles se dirigent aujourd'hui, bien sûr, vers notre équipe, mais aussi vers l'administration, vers un premier cercle de multidisciplinarité constitué par nos collègues non chirurgiens des autres disciplines, mais de plus en plus, et on l'a vu avec la conférence de Marco Herrmann, vers un deuxième cercle de multidisciplinarité qui englobe des non-médecins, des mathématiciens, des statisticiens, des biologistes, des physiciens, des ingénieurs. Avec eux, nous allons pouvoir, dès maintenant et dans l'avenir, non seulement tirer la substantifique moelle de l'information rétrospective des actions que nous avons menées, non seulement nous allons pouvoir simuler certaines situations, mais nous allons pouvoir avoir à disposition des algorithmes décisionnels qui vont probablement être très importants et de plus importants dans notre pratique quotidienne. Permettez-moi maintenant, une fois ces éléments de pratique quotidienne, je dirais, abordés, d'en venir aux patients, notre relation avec les patients. Et je dirais aux jeunes chirurgiens, le premier conseil, c'est ayez de l'empathie avec vos patients. C'est probablement la meilleure façon de leur assurer les meilleurs soins. Et dans les situations complexes, gardez en tête que le doute doit toujours bénéficier aux patients. Nous vivons une société où le pouvoir de dire non l'emporte sur la majorité de nos actions. Vous connaissez le sketch. Ah ben, je crois que ça ne va pas être possible. Eh bien, cette stratégie minimaliste a tendance à se translater en médecine ou pour ne pas prendre de risques, pour ne pas s'investir dans une stratégie complexe. Il est tellement plus aisé de dire non. Battez-vous, luttez contre cette entropie négative et battez-vous pour vos patients parce que vous leur devez non pas le minimum, mais le meilleur. Et ce meilleur, eh bien, il faut aussi le traduire dans la communication. Et il faut que nous, chirurgiens, nous médecins, on descende de notre piédestal pour comprendre les autres. Rien n'est plus mal enseigné dans nos facultés que les rapports que nous devons avoir avec les patients. Et j'ai connu un certain nombre de sommités médicales avoir un comportement désastreux avec les patients. Le deuxième élément vis-à-vis des patients, c'est très simple. Faites bien, prenez votre temps. J'aime beaucoup cette phrase de Winston Churchill qui dit « La chance n'est que le souci extrême des moindres détails ». C'est particulièrement vrai en chirurgie. Et vous le savez, on compare très fréquemment, on oppose même les résultats des séries asiatiques aux résultats des séries western d'Europe de l'Ouest, d'Amérique du Nord, parce que les séries asiatiques sont souvent meilleures. On dit que les malades sont différents, l'anatomie n'est pas la même, les malades sont plus maigres. En fait, on oublie un élément fondamental, le temps. Ce critère qui a un impact tellement important dans notre pratique quotidienne et qui n'a pas de prise pour un chirurgien japonais. 10 heures, 12 heures, 15 heures d'opération, l'essentiel est de bien faire. Et cela explique probablement la meilleure qualité des résultats. Mais en ces temps de McDonaldisation de toutes nos actions, on veut faire rimer qualité et rapidité. Et cela est très dangereux en chirurgie, car le manque de temps nuit à la qualité du geste opératoire, le manque de temps déshumanise la prise en charge, et là encore, le soin ne se limite pas à l'acte technique. Troisième élément vis-à-vis de nos patients, eh bien, doutez de vos attitudes, parfois. Bon, on a vu dans la vidéo que je doutais, et également apprenez de vos erreurs. Le doute est l'école de la vérité, et sa méconnaissance conduit à l'erreur. J'ai toujours été fasciné par ceux qui ne doutent de rien. Telle publication récente, parfois méthodologiquement critiquable, et parfois suffisante pour leur faire afficher une certitude absolue
vis-à-vis de la prise en charge. Or, qu'est-ce que la vérité en médecine? Une vérité qui est remise en cause en moyenne une dizaine d'années après, même pour les études de rang A. Et en fait, nous avons une forme de soif d'informations rapides, basée sur des conclusions le plus souvent interprétatives, sur le recours à des résumés, qui fait que nous sommes finalement impressionnés par un mélange confus de beaucoup d'erreurs, de quelques vérités, de beaucoup d'erreurs. Et en termes d'erreurs, il faut savoir tirer argument de nos erreurs, de tirer l'enseignement. Et on a coutume de dire, on apprend plus de ces erreurs que de ces réussites. Et c'est particulièrement vrai en chirurgie, où les moments de satisfaction sont parfois de courte durée. Et j'aime beaucoup ce mot de Jules Renard qui dit « Il y a des moments où tout vous réussit. Il ne faut pas s'en inquiéter, ça passe. » Et effectivement, on a amélioré considérablement aujourd'hui notre prévention grâce à la checklist, grâce aux outils importés de la sécurité dans l'aérospatiale. Et on tire argument de nos erreurs par les revues de morbimortalité. Et peut-être que demain, on pourra disposer d'une boîte noire de blocs opératoires qui nous permettra de cerner véritablement et de tirer enseignement des erreurs que nous avons commises. Le dernier point que je voulais aborder avec les jeunes chirurgiens, c'est la carrière chirurgicale. Je sais les incertitudes qui planent parfois sur le choix d'une discipline, sur le mode d'exercice, et je leur dirais tout d'abord très simplement, allez où le cœur vous porte, choisissez ce que vous aimez. Ce métier est suffisamment dur parfois pour que seule la passion vous permette de passer ces moments difficiles. Et une phrase m'a marqué lors de mon séjour aux États-Unis en tant que visiting professor au Johns Hopkins Hospital à Baltimore. C'est une phrase de John Cameron, chirurgien emblématique du pancréas, qui m'a dit la chose suivante. Quand on a la chance de trouver le métier qu'on aime, on peut être tranquille pour le restant de ses jours. On n'aura plus à travailler. Et ce qu'il dit, il le met en application puisqu'à plus de 82 ans, il est présent dans son service quasiment 7 jours sur 7 et son bureau est ouvert à partir de 6 heures du matin. La deuxième recommandation que j'oserais faire aux jeunes chirurgiens, c'est orientez-vous vers l'innovation. Innover, c'est absolument fondamental. Mais pour cela, il faut avoir conscience qu'il faut aller au-delà des limites établies. Les limites ont été faites pour être franchies, disait Darsonval, mais prudence. Au-delà des limites, il n'y a plus de bornes. Cette phrase qui figure sur un des murs de la salle de garde de Paul Brousse m'a été attribuée à tort. C'est une phrase d'Alphonse Allais. Et je dirais, la borne pour vous, jeunes chirurgiens, c'est le risque que vous allez apporter à l'intervention un petit peu, je dirais, novatrice que vous allez faire. C'est la collégialité de votre décision. C'est l'inclusion de patients dans des études cliniques qui vont permettre de savoir si oui ou non, votre innovation vaut la peine d'être poursuivie. Mais je dirais, il faut quand même avoir conscience que par définition, si on veut progresser, on est toujours obligé d'aller au-delà des frontières pour, je dirais, les repousser. Le tout, c'est de le faire avec tact et pondération. Et Jean Cocteau disait, le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Enfin, soyez fiers de votre métier. La chirurgie est le seul traitement qui permette la guérison de beaucoup de cancers, mais pour autant, il faut rester humble. Le fait d'enlever en soi ne doit pas être une fin. La réalisation d'un traitement néoadjuvant, le timing de l'intervention sont parfois aussi importants que la prise de décision opératoire. Vous ayant dit tout cela, je voudrais une nouvelle fois m'excuser si vous avez trouvé mon discours un peu moralisateur. Mais rassurez-vous, j'ai commis et je commettrai encore un certain nombre d'erreurs chirurgicales dans ma carrière, mais j'ai simplement voulu, au titre du compagnonnage de notre profession, vous livrer quelques messages pour essayer de les prévenir. Mais retenez une chose, vous faites le plus beau métier du monde.
celui qui vous permet d'avoir accès, de rentrer dans l'intimité des patients, d'avoir accès à leurs organes, d'avoir leur vie entre les mains. Et je dirais, le chirurgien jouit d'une aura encore indiscutable. Il reste un mythe. Soyez-en conscients, soyez-en à la hauteur. Vous êtes l'avenir de la chirurgie française. Rêvez, innovez, imaginez, battez-vous pour vos patients. Nelson Mandela a dit « Les gagnants sont des rêveurs qui n'abandonnent jamais ». Soyez les rêveurs d'aujourd'hui, les gagnants de demain. Vive la chirurgie, vive l'AFC et vive les chirurgiens de demain qui font vivre la chirurgie aujourd'hui et celle de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Adam. Merci beaucoup pour ces messages pleins de passion, d'encouragement et de fondamentaux, adressés donc à cette jeune génération de chirurgiens. Merci. Alors, on va présenter maintenant le nouveau bureau. Donc, je vais vous laisser rejoindre votre place. Puisque, comme vous le savez, le nouveau bureau de l'AFC vient de démarrer sa mission pour 3 ans. Et il s'agit justement de redéfinir les fondamentaux. Pour nous présenter cette ambition, je vous remercie d'accueillir le nouveau président de l'AFC. Il s'agit du professeur Patrick Pessot, chirurgien des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonjour Patrick Pessot. Et le secrétaire général, professeur Olivier Turini, chirurgien à l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Bonjour professeur. Alors, pour découvrir ce nouveau bureau de l'AFC, je vais commencer avec vous, professeur Pessot. Pouvez-vous nous en dire les enjeux? Alors, tout d'abord, remercier très solennellement le conseil d'administration de nous avoir fait confiance et d'avoir pu construire ce nouveau bureau qui va s'afficher derrière vous. Les enjeux sont de redéfinir notre société savante au-delà de cet événement phare qui est le congrès, et donc de travailler sur 4 axes supplémentaires, qui est la place de l'AFC au sein de la formation de notre discipline, la recherche, avec ces rapports qui sont là, qui doivent être mieux exploités encore, l'engagement de la société pour des enjeux de santé publique qu'il faut que l'on prenne part, et puis notre profession, le professeur René Adam vient de le dire, nous avons des mutations et que nous devons accompagner. Voilà. Très bien. Quels sont les messages clés à retenir? Les messages clés, renouveau, tradition, mixité, diversité, rayonnement de la société, et puis travail et convivialité. Très bien, merci beaucoup, professeur Pessot. Je vais m'adresser à vous maintenant, professeur Turini. Nous parlons de changement de bureau, de nouveaux objectifs. Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour cette nouvelle édition du Congrès 2019? Alors, cette année, on a 4 nouveautés. La première, c'est les ateliers simulation qui se font avec 2 partenaires qui ont lieu aujourd'hui. Alors, c'est déjà complet, puisqu'il fallait se préinscrire. Je pense qu'on peut quand même aller voir du côté de l'accueil, parce que les gens qui sont préinscrits peut-être ne vont pas tous participer, donc il y a encore peut-être des places à pourvoir. La deuxième nouveauté, c'est la meilleure thèse qu'on a appelée meilleure thèse de France, parce que l'AFC donne 2 bourses chaque année. Une bourse pour des jeunes chirurgiens pour qu'ils aillent faire leur master, une bourse de mobilité pour des gens qui sont un peu plus âgés et qui ont plutôt une vocation universitaire pour faire leur mobilité. Et ça nous a paru assez bien de pouvoir donner aussi la possibilité à des jeunes chirurgiens de pouvoir bouger en France, en Europe ou dans le monde, juste pour aller voir ce qui se fait ailleurs, même s'ils ne veulent pas être universitaires, même s'ils ne veulent pas faire de la recherche. Et la meilleure thèse, c'est aussi pour que ces jeunes médecins puissent enfin rentabiliser leur travail, parce que parfois ils publient, mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas à le publier ou ils n'ont pas le temps. Et là, peut-être qu'ils auront ce prix. Ça sera ici, demain, en plénière. Et en dehors du jury, il y aura aussi le vote du public pour donner le lauréat. La troisième innovation, c'est le dîner de gala qui aura lieu ce soir. Alors là aussi, il y a encore quelques places. Donc vous pouvez vous diriger vers l'accueil pour les réservations. Et la dernière innovation que j'ai oubliée,
Il y en a 4, c'est laquelle? Le lab. Le lab. Le lab, c'est ça. oui, tout Le à lab, fait, on en voilà. avait parlé. Oui. Alors le lab, ça se situe juste à la sortie de l'amphithéâtre où vous allez avoir 4 panneaux avec les 5 axes qu'a défini Patrick. Et vous pourrez, via des post-it, mettre vos idées, vos recommandations. Si par exemple vous voulez que l'année prochaine on ait une cravate, bah, vous mettez le post-it et peut-être qu'on la mettra s'il y a beaucoup Sujet de quand même remarques. majeur, on est d'accord. Ouais. Voilà. On saisit bien, vous avez noté. On verra ceux qui ont répondu ou pas. Voilà. Et puis il y a tous les autres temps forts habituels, les plénières, le plateau TV, etc., etc. Merci pour la présentation de ces nouveautés pour l'édition 2019. Alors, l'AFC agit sur le développement de la chirurgie digestive et viscérale à l'international. Donc, je vous propose qu'on invite à nous rejoindre sur scène les 4 membres d'honneur de cette édition. Et ils ont, pour certains, traversé les frontières d'ailleurs. Il s'agit de professeur Torzilli qui nous vient d'Italie. Merci de nous rejoindre et de l'applaudir chaleureusement. Professeur Sutter de Suisse, professeur Hora du Maroc et professeur Bouillot qui nous vient lui de France. Bienvenue professeur. Bienvenue. Je vous laisse. Alors, je vais vous poser une petite question. Je vais prendre un micro parce que comme ça, on vous entendra forcément mieux. Alors, je vais commencer avec vous, professeur Torzilli. Qu'est-ce que représente pour vous l'AFC, pour vous et pour l'ensemble de la communauté italienne d'ailleurs? Je m'excuse, pourquoi mon français c'est Collez bien terrible. On vous entend là? I will read my answer. Okay. C'est pas spontané, mais c'est spontané, mais écrit. Votre association a été et il est en référence pour beaucoup de chirurgiens dans le monde entier et pour moi aussi, même si ma formation a été au Japon et mon maître a été Monsieur Makuchi. Depuis que j'ai été jeune, j'avais beaucoup d'admiration pour la chirurgie hépatobiliaire française, notamment pour des maîtres comme Monsieur Bismuth, Monsieur Belghiti, Monsieur Jec, Monsieur Castaing, Monsieur Franco, Monsieur Lia, Monsieur Partensky et Monsieur Gaillet, et beaucoup des autres. J'ai la chance et l'honneur de connaître certains d'entre eux. Je dois beaucoup de reconnaissance à Monsieur Belghiti, qu'il a cru en moi et qui m'a permis de me faire connaître au niveau international. En pensée pour Monsieur Jacques, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Je tiens particulièrement à souligner la considération que Monsieur Bismuth m'a attribuée et qui me donne un grand prestige interprofessionnel. J'étais très heureux d'avoir rencontré dans ma carrière Monsieur Del Perro, Laken, Bessot, Turini, Bougema, Cherki, Madame Chiche, Madame Gore, Monsieur Vibert, et d'autres avec lesquels on a eu des échanges scientifiques et cliniques particulièrement contributifs. Finish. J'ai aussi beaucoup d'amis chirurgiens italiens en France, comme M. Daniel Semocal, qui a trouvé ici son succès professionnel comme démonstration de la capacité de l'école française d'inclure. Et cette fin n'est pas comme dernière, je voudrais exprimer ma gratitude et admiration pour M. René Adam, avec lequel on a lieu dans un métier sincère et dans une collaboration scientifique continue. Merci encore René, Patrick, merci à l'AFC pour le privilège d'avoir fait membre d'honneur de votre prestigieux comité. Eh bien, merci beaucoup, professeur Torzilli. Merci. Et puis, vous avez le diplôme qui vous est remis en tant que membre de... Et la médaille. Et la médaille, bien sûr. Merci. Alors, je vais me permettre de venir ici. Je vais m'adresser à vous maintenant, professeur Sutter. Alors, ce n'est pas votre première fois à l'AFC, mais est-ce que vous vous en souvenez justement de votre première fois? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ma première participation à l'AFC, c'était en 1993. C'était un des premiers grands congrès auxquels j'assistais en Europe. J'étais allé 2-3 fois au congrès américain, qui est connu par son organisation gigantesque, des immenses salles, beaucoup de structures. J'étais frappé ici, à l'époque, c'était vraiment le boom de la laparoscopie et l'enthousiasme, en particulier en France, des chirurgiens à l'époque pour ces nouvelles technologies.
enthousiasme qui allait parfois presque un peu au-delà du raisonnable, où on n'hésitait pas à changer des stratégies chirurgicales pour pouvoir le faire par la paroscopie. Heureusement que les choses ont évolué un petit peu depuis lors. Mais enfin, il a fallu cet enthousiasme à l'époque pour que ça se développe, pour qu'on avance. Et je remercie tous ceux qui étaient là à l'époque. Moi, j'étais un petit à cette époque-là, pour avoir lancé les choses et nous avoir permis d'avancer. Et puis, je suis revenu quelquefois à l'AVC dans l'intervalle. Je connais pas mal de chirurgiens en France, en particulier dans mon domaine qui est celui de la chirurgie bariatrique, bien entendu, où je connais des gens dans à peu près tout le pays. On a d'excellentes collaborations. Certains sont devenus de vrais amis et c'est toujours avec plaisir que je reviens à l'AFC, même si je ne peux pas venir chaque année, malheureusement. Merci beaucoup pour votre présence en tout cas. Et pareil, à vous remettre donc votre diplôme et votre médaille de membre d'honneur par le professeur Turini. Félicitations. Je m'adresse maintenant à vous, professeur Rora. Alors, hop, je vais me glisser ici. Je vais vous demander quelle pratique, parce que vous venez donc du Maroc, quelle pratique française est-ce que vous avez décidé d'appliquer désormais à Rabat? Merci. Être membre d'honneur est un privilège et je tiens à remercier d'abord le comité organisateur et bien sûr le conseil d'administration, le président Pessot et bien sûr Jean-Pierre Arnaud pour cet honneur qui m'est donné. Donc la réponse à cette question va me donner d'abord les bases de la médecine moderne au Maroc ont été façonnées, les premiers jalons ont été posés par les Français. Et depuis, nous prenons comme modèle le modèle français, que ce soit dans l'organisation des soins dans nos hôpitaux ou dans nos facultés. La même chose pour la promotion de la chirurgie au Maroc. La Société marocaine de chirurgie fait appel toujours aux experts français qui répondent favorablement et animent et enrichissent un peu les débats dans un cadre fraternel et généreux. Je les remercie. Merci à vous, professeur Rora. On vous remet également votre diplôme et médaille de membre d'honneur. Félicitations. Je m'adresse maintenant à vous, professeur Bouillot. Quel message voudriez-vous adresser à la jeune génération pour la convaincre de rejoindre l'AFC? Difficile comme question et les réponses à apporter. Ça fait la 43e fois que je viens à l'AFC. Je crois que je n'ai jamais loupé une seule année. Et donc j'essaie de me positionner lorsque j'étais premier semestre d'interne, 1976. Ça fait déjà quand même un certain temps. Et j'étais en admiration devant tous les gens qui prenaient la parole, qui faisaient des topos en me disant quand même, comment est-ce qu'on fait pour arriver là? Et j'y ai toujours appris, moi, année après année, beaucoup de choses. Et je pense que tout ce qu'on peut apprendre au cours de ces 2 ou 3 jours qu'on passe ici à l'AFC, qu'on pense tous que les uns et les autres, j'ai souvent l'impression que les jeunes lisent beaucoup moins que ce qu'on faisait, et qu'ici, on arrive en quelques jours à se remettre complètement à niveau. Et puis c'est quand même, l'AFC c'est une super vitrine de la chirurgie française vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des tutelles, vis-à-vis du monde extérieur. Et alors je reconnais que c'est plus facile quand on est le régional de l'étape, ce qui est mon cas ici. Mais il faut vraiment se donner le temps. Et pour se donner le temps, comme me disaient les internes, mais on vient juste de changer de stage. Il y a 15 jours les internes là. Et donc on ne sait pas si nos patrons vont nous autoriser, vont nous donner du temps. Et je pense que pour que des jeunes viennent, ils ont besoin d'être motivés par les plus anciens, ce que j'essaye toujours de faire. Merci. Merci à vous, professeur Bouillot. Nous vous remettons également votre diplôme, ainsi que la médaille de membre d'honneur de cette édition. Je vous laisse côte à côte, peut-être approchez-vous un petit peu, parce que j'imagine qu'il y a une petite photo qui va être prise. Bravo, félicitations à tous, c'était un bonheur de vous rencontrer également. C'est bon pour les photos ? Vous avez fait votre plus beau sourire. Eh bien, bravo. Bravo à tous. Vous pouvez regagner votre place. Merci. Nous, on reste encore un petit peu. Oui, parce que Patrick et Olivier, notre séance d'inauguration touche à sa fin. Alors, nous avons parlé de nouveautés, nous avons parlé de vision, d'avenir.
Mais comme je vous sens bien lancé sur le sujet et que je sais déjà que vous avez des idées pour 2020, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? De quoi il s'agit? 2020, profitez, c'est la dernière fois que vous serez dans cet amphithéâtre. Ah? Eh oui, changement de lieu. Ok, et donc ce sera où? Strasbourg. Alors non, on avait dit Marseille. Hein. Non, Strasbourg. Non. Capitale européenne. Non, Strasbourg, je t'ai dit, il fait trop froid, il fait pas beau. Non. Ok, on n'a pas non plus toute la journée. Je pensais qu'on s'était Au arrangé. final, ce sera où? Bon, bah Paris alors. Paris. On va rester à Paris. On reste à Paris alors. Ok, et mais où on ça? va rester à Paris. Le suspense. Dans un endroit où aucun congrès de chirurgie n'est jamais allé. D'accord, donc c'est un lieu qu'on connaît a priori pas, il n'y a pas eu de... Non. On privatise. Ok. On privatise le lieu. Là, moi, je pourrais pas, je sais pas. Je veux d'autres éléments. Ah, bah, bon. Bah alors, lancez la vidéo. Très bien, donc un nouveau lieu qui a l'air très sympa. Un nouveau format donc. Et enregistrez tout de suite les dates dans votre agenda. Voilà, les dates qui sont... Et les nouveautés, il y aura donc beaucoup d'autres choses qui sont envisagées. Oui, c'est ça, parce que nouveau lieu, nouveau format, mais du coup au niveau du contenu et du programme scientifique, qu'est-ce que ça va changer? On a décidé un peu de donner une partie des clés du camion à David Fuchs et Valérie Bridou, pour apporter un peu des nouvelles idées et faire encore plus bouger les choses que ce qui s'est passé ces quelques dernières années où ça a déjà pas mal changé. Voilà. Très bien. Et peut-être, Patrick Pessot, pouvez-vous nous présenter qui sera le futur président? Alors, le futur président, Madame la Présidente Laurence Chiche, présidera le 122e congrès l'année prochaine. Je ne sais pas où... Très bien. Eh bien, vous aviez autre chose à ajouter peut-être? Non. Parce que là, de toute façon, vous allez avoir d'autres choses à ajouter puisque je vais vous laisser pour vous commencer vraiment le programme de cette édition 2019 du congrès AFC. Merci beaucoup, merci à vous. Et donc tout de suite, je vous laisse, Patrick et puis Olivier, pour la table ronde que vous allez animer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors juste avant de faire l'introduction de la table ronde, les remerciements de nos partenaires qui sont là et qui nous permettent de faire ce congrès chaque année, les fidèles, les nouveaux. Les remerciements à Hopscotch qui co-organise avec nous ce congrès. Donc à chaque fois, je m'excuse chaque année pour les mails le dimanche, les coups de fil le samedi soir, pour organiser ça. Et puis nos secrétaires, Anne-Marie, Maryse, Emmanuel. Merci beaucoup. Et merci d'autant plus qu'on a fait 2 congrès en 6 mois. Donc exactement, on a fait 2 congrès en 6 mois, donc on n'a pas chômé cette année.